Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce lundi soir pour ce deuxième week-end du mois de juin où l'actualité sportive a une nouvelle fois été très chargée sur tous les terrains de sport. Arrivée de course, ultime journée de la saison et finale à disputer. On a vibré, on a transpiré sur terre comme sur mer et voici le sommaire de ce soir. 10 jours, 3h44 minutes et 30 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Charlie Dalin pour boucler la course et remporter la New York Vendée. Boris Herman deuxième et prochaines arrivées imminentes, nous ferons le point sur les dernières actualités de la course. En ring hockey, la N1 Elite a rendu son verdict et pour l'ultime rencontre de la saison, la Vendéenne n'a pas fait dans la dentelle face à Lyon samedi soir avec un très large succès. Qui, pour décrocher le titre de meilleure équipe de basket des moins de 15 ans, le tournoi La Micaline Basket Go s'achevait ce week-end avec les finales du côté de Chaland. En cyclisme, nous reviendrons aussi sur la route vendéenne. Après le prologue vendredi à Chavagnes-en-Paillé, clap de fin de la deuxième édition de la course hier entre Mortagne-sur-Sèvre et Cugand. Enfin, nous irons du côté de l'Aiguillon-sur-Vie, c'est là-bas que se tenait un tournoi de golf un peu spécial où Valide et handisportifs se retrouvaient sur le green samedi et dimanche. Voilà pour le programme de ce lundi 10 juin 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. C'était incontestablement l'événement du week-end, l'arrivée en vainqueur de Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance au Sables d'Olonne. Le skipper havrais remporte cette New York Vendée après un peu plus de 10 jours et 3 heures passées en mer. Charlie Dalin qui a franchi la ligne d'arrivée à 23h44 minutes samedi soir a dû attendre le lendemain pour embouquer le chenal sablé dès 9h du matin. Il a été suivi quelques heures plus tard, vous le voyez dans l'après-midi, de Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer. Le skipper allemand termine donc en deuxième position et reste pour l'heure le dernier à être arrivé, mais cela ne devrait pas durer. En effet, les arrivées vont s'enchaîner dans les prochaines heures. Prochain sur la liste, Jérémy Bayou sur Charal qui devrait venir compléter le podium ce lundi dans la soirée. Sur Groupe Dubreuil, Sébastien Simon est lui attendu dans la nuit, tout comme Thomas Ruyant sur Vulnérable. Au petit matin, mardi, ce devrait être au tour de Johan Richomme sur Paprec Arkea et de Samantha Davis à bord d'Initiative Cœur de couper la ligne d'arrivée. Ces 4 skippers, Sébastien Simon, Thomas Ruyant, Johan Richomme et Samantha Davis, devraient ainsi remonter le chenal des Sables demain, mardi matin, dès 8h. Et ce sera à suivre en direct sur TV Vendée. Avant cela, la dernière réaction du dernier arrivé, Boris Herman. On l'écoute. J'ai eu des petits moments de doute de mon choix osé là, mais en même temps j'ai réalisé que c'était de toute façon trop tard de douter, donc il fallait y aller et y croire et heureusement ça s'est assez bien passé. Je suis content avec le résultat. J'ai pas attendu beaucoup plus que ça. J'ai pas fait le choix pour battre Charlie. J'ai juste cru que c'est la meilleure option pour moi de la position d'où je suis parti. Je connais mieux le bateau, je l'apprécie aussi de plus en plus. Je me sens bien à bord, donc le package est bien mené. Et puis dans un tout autre registre, nous aurions voulu vous montrer des images d'Enzo Gros en ce lundi soir. Le boxeur de 24 ans était programmé vendredi à Saint-Nazaire face au Nicaraguayen José Aguilar. Malheureusement, ce dernier a déclaré forfait à la dernière minute et malgré un plan B trouvé in extremis, ce dernier ne s'est pas non plus présenté à Saint-Nazaire. Le 5e combat d'Enzo Gros chez les professionnels attendra donc. Nicolas, l'entraîneur et papa d'Enzo Gros, espère toujours pouvoir organiser un combat d'ici la fin du mois de juin au Sables d'Olonne. En ring hockey, l'heure était à la conclusion. Samedi soir, 22e et dernière journée de National 1 Elite pour l'équipe de la Vendéenne. Les Lyonnais, dauphins du championnat, accueillaient Lyon, 6e à la salle de l'Angelmière. Objectif du groupe, partir en vacances sur une 7e victoire de rang et surtout atteindre la barre des 50 points. Et les Rouges et Noirs vont ouvrir la marque à la 13e minute avec cette conclusion d'Antoine Thébault. 1-0, 3 minutes plus tard, le break est signé Marcos Pinto. Le numéro 5 portugais s'emmène pour conclure sous la barre 2-0. C'est le score à la pause. Les Lyonnais, à hauteur d'une belle saison, s'accrochent dans cette rencontre et sont récompensés dès l'entame. Fabrizio Torres se fraye un chemin dans la défense des Rouges et Noirs, 2-1. Au tableau d'affichage, 29e minute, la Vendéenne se redonne de l'air grâce à Marc Povedano. L'Espagnol inscrit sa 20e réalisation de la saison. Il permet aussi de mener 3-1. Mais les Rodaniens vont rester dans le match. À la 37e minute de jeu, Torres s'offre un doublé et tout reste encore à jouer. Lyon revient à une longueur, 3-2.
Piqué et à réaction, la Vendéenne va s'employer dans cette fin de partie pour s'assurer la victoire. Antoine Thébault convertit ce coup franc en direct, 4-2 au tableau d'affichage. 37 secondes de plus tard, montre en main, Nathan Gefflot est au pressing et récupère. Le capitaine laisse ensuite parler sa technique pour inscrire son 29e but de la saison en championnat et 30e. Même dans la foulée, totalement asphyxié à 10 minutes du terme, Lyon ne parvient plus à se dégager. Gefflot, il va de son doublé, 6-2. Lui aussi va venir chercher son doublé pour parachever cette belle soirée. De loin, Marcos Pinto aggrave la marque à la 46e. La Roche a fait le job. Victoire 7-2 face à la formation lyonnaise. Le groupe de Marc Salikrut peut partir en vacances l'esprit tranquille. L'heure du bilan, évidemment, samedi soir avec le capitaine Nathan Gefflot qui termine 2e meilleur buteur de la saison en championnat. Il est suivi d'Antoine Thébault et Marc Salikrut. Tous répondaient à Thibaut Grasset. Pour le dernier match, après une si belle saison, on voulait bien finir évidemment sur une nouvelle victoire. C'est un peu compliqué de jouer des matchs comme ça en fin de saison quand il n'y a plus beaucoup d'enjeux, etc. La saison est longue et on est fatigué. Mais je pense qu'on a réussi à faire un match sérieux, comme on a fait toute l'année. Entre la Coupe de France, le championnat et la Coupe d'Europe, on a fait aussi une très bonne impression en Coupe d'Europe avec des très bons matchs contre des grosses équipes. C'était pas gagné d'avance parce qu'on a eu beaucoup de changements d'effectifs en début de saison. Mais l'année prochaine, je pense qu'on fera mieux parce qu'on se connaît et on a une base de travail très solide. On peut avoir juste quelques regrets sur la Coupe de France où on a perdu en demi-finale et on aurait pu aller plus loin. Mais comme je dis, c'était la première année avec ce nouveau groupe, donc c'est de très bon augure pour les prochaines saisons. Saint-Omer a été meilleur sur la fin de saison. C'est vraiment à partir de mars où on a commencé à nous être plus fatigués, donc à commencer à faire des petites déroutes. Mais après, je pense qu'on peut vraiment être satisfait de notre saison. On a proposé quand même un jeu qui était très bien avec une bonne qualité. Donc je pense que il faut en tirer que du positif de cette saison. Et je pense que nous, cette année, on était parti sur une transition avec nos jeunes. On a quand même une équipe qui a été renouvelée à plus de 70%. Donc on fait une saison certainement au-dessus de ce qu'on attendait au début de l'année. Après, voilà, je le répète depuis le début de saison, c'est une équipe qui joue bien, qui s'entraîne très bien et qui est extrêmement compétitive en fait. C'est une équipe qu'il n'y a pas un seul match où on n'a pas bien joué, il n'y a pas un seul match où on a lâché. Après, il y a encore beaucoup de travail. Saint-Omer, il ne faut pas oublier que c'est 10 points devant nous. Donc 10 points, c'est quand même énorme. Donc si on veut arriver à ces niveaux-là, il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail au niveau de l'équipe. Il y a beaucoup de structures à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire. On travaille pour ça. On espère qu'on y arrivera dans pas longtemps. Mais en tout cas, le bilan de la saison, il est extrêmement positif. Ça, c'est certain. Et oui, un bilan extrêmement positif pour la Vendéenne qui termine donc vice-champion de France 2023-2024 avec cette 7e victoire de rang. L'objectif des 50 points est atteint. Les Lyonnais sont 2e, 10 longueurs derrière l'intouchable Saint-Omer, invaincu en championnat. Cette saison, Saint-Omer remporte son 3e titre de champion de France consécutif. Place désormais à l'intersaison avant de retrouver la Nationale 1 en octobre prochain. Et ce sera avec une seconde équipe vendéenne, le Poiret Roller, qui a validé sa montée en N1 Élite. En tennis de table, la très belle saison d'Axel Bossis se poursuit. Le Lyonnais, licencié au club de la Ferrière, est devenu dimanche champion de France de double chez les cadets. Un titre partagé avec son partenaire Sandro Cavaille. Axel Bossis que vous voyez à gauche de l'image. Ils étaient près de 800 tout le week-end à fouler les parquets vendéens pour tenter de décrocher le titre chez les moins de 15 ans. Le tournoi La Micaline Basket Go organisait ses finales samedi et dimanche un peu partout dans le département, de la Garnache à Saint-Jean-de-Mont, de Soulon à Saint-Révérend, dans les 10 clubs partenaires de la compétition. Et pour arriver jusqu'en Vendée, une centaine de tournois avaient eu lieu en France cette saison. Et ce sont donc les 72 meilleures équipes réparties en 3 niveaux, départemental, régional et élite, qui ont fait le déplacement. Nous suivions tout particulièrement le dénouement du tournoi hier après-midi à la salle Michel Vrignot à Challans. Les finales se déroulaient en 2 périodes de 10 minutes chacune et à 15h, vous le voyez, ce sont les féminines qui ont fait leur apparition sur le terrain. L'US Olivet-Saran, maillot noir, était opposé aux Espagnols de Valence en orange et la finale a été à sens unique puisque ce sont les Espagnols qui l'emportent 43-15. Venait ensuite l'heure de la finale masculine élite. Cette fois, il s'agissait d'un duel franco-français entre l'Union Rennes Basket en noir et la JSF Nanterre maillot vert. Et après une première période équilibrée, les Bretons vont venir faire la différence et s'imposer. Victoire de Rennes 40-36. À noter que les élites du Vendée Challans Basket terminent eux au pied du podium à la 4e place. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose plusieurs réactions. La première, celle de David Giraudot, le directeur général de la Micaline. Il est suivi de 2 joueurs qui ont brillé sur les terrains ce week-end pour cette 25e édition. Raphaël Bidot-Golfier, meilleur joueur de la finale région, puis Dalia Mudet, meilleure joueuse de la finale élite. C'est vraiment une volonté de faire participer les jeunes. On a une clientèle assez jeune quand même. Le Cookies, c'est notre produit star. Et donc c'était de
de magnifier finalement cet événement par vous savez, il y a plein de jeunes qui sont venus ici qui n'avaient jamais vu la mer par exemple. Donc c'était de leur offrir ce cadeau-là. Et voilà. Et entre 97 où on était une vingtaine de tournois et 2024 où il y a plus de 100 tournois sur l'ensemble du territoire, quasiment 10 000 jeunes qui participent. Et là 800-900 jeunes avec 240 bénévoles, c'est génial. Le basket, parce qu'on a été très proche du basket, très rapide. Il y a un club à Saint-Jean-de-Mont et on a voulu les accompagner, mais pas simplement donner de l'argent. C'était donner du sens à ce qu'on faisait. Donc il s'est trouvé qu'ils ont adhéré à notre projet, donc voilà. On a beaucoup appris en jouant contre des équipes de différentes régions, un jeu différent, des dépenses différentes, des règles différentes. Mais on a su s'adapter et on a gagné comme ça et on est fiers de nous. C'est très intense, comme c'est des équipes qu'on ne connaît pas forcément, c'est 2 fois 10 minutes. Il n'y a pas beaucoup de changements, il faut aller très vite vers l'avant et faut être malin et voilà, faut jouer sur ses atouts. On a une belle équipe et voilà, on a gagné entre potes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui s'entendent bien comme nous. Et je suis très fier de mes gars et on l'a fait ensemble. Physiquement, il ne faut pas se louper et même tout ce qui est lay-up, les tirs, il ne faut vraiment pas les rater parce que chaque point compte et est calculé. Et tous les points qui sont accumulés, ça fait un total. L'année dernière, on est venu, on a perdu en demi-finale. Donc on est venu plus fort pour pouvoir gagner cette année. Donc il faut vraiment se dire que rien n'est impossible et il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. En fait, l'enjeu, il n'est pas là, mais on veut tous gagner, c'est ça qui est bien. Donc la compétition est entre chaque équipe. Voilà, c'est ça. L'autre événement basket du week-end, c'était aussi la finale des Challenges et Coupes de Vendée. 4 matchs avaient lieu à la salle Antoine Rigaudot du côté de la Motte-à-Char. Samedi pour le Challenge de Vendée et chez les féminines, le titre revient au Sable Vendée Basket face au BCCF Vendée. Côté garçon, c'est la réserve de Moutier-sur-Lay qui l'emporte face à l'équipe 2 de Chantonnay-Saint-Germain. Et puis en ce qui concerne la Coupe de Vendée, dimanche, le titre revient à Bellevigny chez les femmes, vainqueur d'Esnay. Chez les hommes, Riévy triomphe de Moutier-sur-Lay et s'adjuge ainsi la Coupe de Vendée 2024. Week-end de coupe en basket, mais aussi en volleyball. Avec la Coupe de Vendée, les finales se tenaient samedi au Sable d'Olonne. Côté masculin, c'est Montaigu-Vendée-Boufféry qui s'impose face à la Roche-sur-Yon. Chez les féminines, la victoire revient à l'AS Landaise, les Landes Génusson face aux Épaisses Herbiers Volleyball. Après les coupes et les parquets, place désormais à la route et au cyclisme. Nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. À 2 semaines des prochains championnats de France, ce week-end se tenait la route vendéenne, épreuve élite nationale. La 2e édition de la course s'était lancée vendredi avec un contre-la-montre individuel qui faisait figure de prologue. Un prologue qui a vu la victoire de Pierre-Alexis pour créer actuel Marie Morin. Samedi, la première étape entre Chavagnan-Paillé et La Réorte a souri à Baptiste Poulard en solitaire pour le vélo club du Pays de Loudéac. Et puis dimanche, ici, 2 étapes étaient au programme. Un contre-la-montre par équipe d'abord, dessiné autour de Mortagne-sur-Sèvre. Épreuve remportée haut la main par le vélo club Rouen 76 avec plus de 30 secondes d'avance sur Morbihan-Adris Géois et Hexagone Corbas-Lyon Métropole qui complète le podium. La formation rouennaise remporte par la même occasion le classement général par équipe. Et puis la journée s'achevait avec la 3e et dernière étape entre Mortagne-sur-Sèvre et Cugan. Et après un peu plus de 104 km, c'est Jocelyn Baglin de la formation Morbihan-Géois qui s'impose au sprint devant Maxime Ménard et Alexis Pierre. Au classement général, c'est Clément Petit, le grand vainqueur de cette 2e édition de la route vendéenne. Le coureur du VC Rouen 76 succède ainsi à Pierre Thierry au palmarès de l'épreuve. Son coéquipier Kylian Théo termine 2e du général, suivi de Jonas Gins sous les couleurs de Morbihan. Géoa a noté enfin que le maillot blanc, celui de meilleur jeune, termine sur les épaules de Clément Sanchez pour l'équipe Vendée-U. Je vous propose désormais de retrouver le vainqueur, Clément Petit. Il est précédé du directeur de course, Jacques Philippot. Tous les deux étaient au micro de Thibaut Grasset. C'est une excellente journée, autant individuellement que collectivement. C'est une victoire collective de par le chrono par équipe et la journée que l'équipe a faite pour arriver tout le monde dans le même temps. Donc c'est une satisfaction pour tout le monde. Hier soir, on savait que je pouvais prendre le maillot après le chrono. Et le plus dur a été fait ce matin, je pense. Le contre-la-montre par équipe, c'est une spécialité un peu du club, de l'équipe. J'ai fait 3 fois 2e en Coupe de France N1. Donc on est habitué, on a volonté de bien faire et pour que tout le monde arrive dans le même temps. Et après, je pense qu'on a été super fort collectivement. Et puis cet après-midi, les mecs ont été géniaux. On avait 2 devant, après ça a roulé, tout ça a ramené. On ne pouvait pas espérer mieux. On est rentré dans une ère de plus ça va vite et plus les coureurs sont préparés, bien sûr, ça va de pair. Et puis on avait quand même le haut niveau, on avait 3 nouvelles équipes
qui ont postulé pour la route vendéenne, Blagnac, Corba et ainsi que le Vélo Club de Rouen qui est une grosse armada française. Et puis on avait une topographie de terrain qui nous permettait aussi peut-être de ralentir les choses alors que ça n'a pas été le cas. On a eu la chance cette année de faire les circuits avec la gendarmerie. Donc on a vu tous les défauts et les qualités de nos circuits. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a un réseau routier en Vendée qui est quand même quelque part supérieur à certains départements de la France. Mais bon, ceci dit, on a quand même des choses à mettre en place. Les ralentisseurs, les rétrécissements de chaussée, les chicanes, bon, tout ça, il faut faire avec. Ça fait partie du lot. Et les coureurs aujourd'hui, les jeunes coureurs aujourd'hui sont habitués et ils sont dans ce créneau-là de participation et ils font tous attention. Ça se côtoie assez souvent. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a mis en place. C'est l'une des rares disciplines où les règles sont les mêmes pour les valides et pour les handisportifs. Ce week-end, une compétition de golf un peu particulière avait décidé de reprendre du service après plusieurs années de trêve. Il s'agit du tournoi Handi Pro Am. Alors pourquoi ce nom ? Eh bien parce que chaque équipe se compose de 4 joueurs, un handisportif, un professionnel et 2 golfeurs amateurs. 16 quatuors ont ainsi participé à la 14e édition de l'événement qui avait vu le jour pour la première fois en 2007. Rendez-vous était pris samedi et dimanche au golf Blue Green du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, basé à l'Aiguillon sur Vie. La formule de jeu choisie était ce que l'on appelle un shamble. L'idée est simple, sur chaque mise en jeu, chaque joueur de l'équipe joue son coup. Les joueurs choisissent ensuite la meilleure des 4 balles tirées et c'est de là que chacun repart pour terminer individuellement le trou. Les 2 meilleurs scores de chaque partie sont retenus et un classement est bien sûr effectué à la fin. Le but recherché par les organisateurs est de permettre à la fois aux amateurs, professionnels et handisportifs de se joindre autour d'une passion commune. Les conditions étaient idéales, en tout cas pour les 64 participants venus de toute la France. Une édition 2025 est d'ores et déjà dans les cartons. Et alors même si l'idée était surtout de partager un moment sans une recherche du résultat, qui dit compétition dit quand même vainqueur, c'est l'équipe composée de Loïc Loriot, Jean-Yves Padiolo, Laurent Kirchner et Pascal Girardin qui s'impose. Après le premier jour de compétition samedi, Daniel Lelanne avait eu le nez creux et était justement allé recueillir quelques réactions parmi les futurs vainqueurs du tournoi. Aujourd'hui, on est au golf du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un golf qui est très accessible pour les personnes à mobilité réduite déjà en premier, et puis pour aussi même les débutants. L'objectif, le projet de cette compétition, c'est de pouvoir réunir dans une même équipe 4 joueurs, un professionnel, un handi et 2 amateurs qui participent à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et dans le sport. Le golf a cette particularité que peu de sports peuvent réunir, c'est que les handis peuvent jouer avec les valides avec les mêmes règles. On a des gens qui sont paraplégiques qui jouent en paragolfeur, on a des gens qui sont presque malvoyants, on a même des autistes maintenant au niveau de l'équipe de France. On a vraiment un panel très large de personnes en situation de handicap qui pratiquent le golf. C'est un événement qui me tient plutôt à cœur. Ça fait plusieurs années que c'est dans les petits papiers de l'organisation et voilà, étant enseignant vraiment ici, ça se passe vraiment sur mon parcours et ça me tenait vraiment à cœur d'être ici. Et puis voilà, sur un parcours vraiment exceptionnel aujourd'hui, on a passé une très très bonne journée. Ça reste des joueurs qui font quand même de la compétition handi-golf. Donc ils ont un niveau qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, moi j'ai vu des très beaux coups. Ça reste un moment de partage, ça reste un moment d'échange, mine de rien. Donc plutôt une très bonne partie. Ouais. On était bien dans le partage. On a eu la chance tous de jouer correctement et d'avoir au moins des bons coups. Donc c'est quand même sympa. Et puis partager un événement comme ça, c'est des plus agréables, quoi. L'intérêt d'abord il est golfique, parce que croyez-moi il y a un super intérêt à la fois parce qu'on a la chance de partager avec un pro, donc en termes d'expérience c'est quand même fabuleux. L'expérience elle est encore plus comblée parce que en l'occurrence nous on joue avec un copain et puis on a tous parfois ces petits travers et croyez-moi quand on joue tous ensemble dans ce monde-là, les petits travers deviennent vachement plus positifs, quoi. Et puis en handisport, une autre très belle performance à souligner ce week-end du vert des terrains de golf au bleu des bassins de natation. La semaine dernière se tenait le City Paraswimming World Series à Limoges. Dernière grande échéance mondiale avant les Jeux paralympiques et superbe performance de Pierre Rabin à droite de l'image. Le licencié de La Roche-sur-Yon Natation s'offre son premier podium international après une belle 3e place en finale du 50 mètres brasse. Un grand bravo à Pierre Rabin, donc, que vous aviez eu l'occasion de découvrir lors d'un épisode des Visages du sport. Et puis pour terminer,
quelques images du championnat de France de cheerleading. Les finales se déroulaient samedi et dimanche au Vendespace à Mouilleron-le-Captif. Le cheerleading qui est une discipline qui compte plus de 6000 licenciés en France. Le spectacle a tenu toutes ses promesses avec de belles performances et une ambiance au rendez-vous. Dans l'enceinte vendéenne, près de 15 catégories étaient en lice tout le week-end. Et dans la catégorie phare, celle des seniors quad élite en mixte, ce sont les Wolves, les loups de Toulouse qui l'emportent. Le cheerleading qui est d'ailleurs, pour l'information, une discipline à part entière qui est affiliée à la Fédération française de football américain. Voilà pour toute l'actualité sportive de ce lundi 10 juin 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès jeudi avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous parlerons tennis et du tournoi CNGT de Saint-Jean-de-Mont qui se poursuit toute cette semaine. D'ici là, très belle soirée et belle semaine sur TV Vendée.